Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le jeudi 23 novembre et on parlera des grands débuts de Derek Brunson au PFL ce vendredi soir. On se demandera aussi si Olivier Aubin-Mercier peut aller chercher son deuxième million. On parlera aussi du retour de Petr Yan et de Jiří Procházka qui se proposent pour accueillir Chimaev chez les poids lourds légers. Il y aura aussi plein d'autres sujets. C'est parti. Et ce week-end, Derek Brunson fera ses grands débuts au PFL. Derek Brunson, son dernier combat à l'UFC, c'était au mois de mars. Il avait perdu contre Dricus du Plessis. Il quitte l'UFC sur 2 défaites de suite, 2 défaites par KO. Écoutez, il a souvent été dans la conversation pour le titre. Il a toujours échoué au pied du podium, j'ai envie de dire. On se rappelle de sa défaite contre Israel Adesanya quand les deux étaient en train de monter. On se rappelle de sa défaite un peu plus récente contre Jared Cannonier qui aurait pu lui ouvrir sa chance au titre. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors voilà, il a expliqué qu'il avait quitté l'UFC parce qu'il avait besoin de nouveautés, nouvelles motivations, nouveaux buts. Alors c'est vrai que le PFL c'est totalement différent, hein. Quand tu intègres la saison régulière, on en parlait hier, c'est 4 combats l'année, c'est 1 million de dollars au bout si tu vas au bout. Donc forcément que c'est un format totalement différent. On lui a aussi demandé s'il avait un conseil pour Bilal Mohamed, puisque Bilal Mohamed en ce moment est un peu bloqué, hein, j'en parle souvent. C'est censé être le prochain à avoir sa chance au titre des poids welter. Maintenant il n'y a toujours pas d'annonce officielle. Et ben lui, Derek Brunson, il dit « Moi, je conseille d'attendre. Je conseille pas de prendre un combat. Il est très bien placé actuellement. Prendre un combat et perdre une split décision, ce serait très dommage. Il pourrait ne plus jamais avoir sa chance au titre. » Écoutez, c'est pas faux. Après, parfois, il faut peut-être aussi prendre des risques. Je sais pas ce que lui dit l'UFC, hein, c'est l'UFC qui décide. Il y a peut-être un moment où si on lui donne pas sa chance, il devra aller combattre ailleurs. Donc écoutez, conseil qu'il va sûrement prendre, mais on n'est pas dans ses baskets. Et il a aussi expliqué que lui, il ne combattait pas en poids moyen, tout simplement parce qu'il n'y a pas de catégorie poids moyen au PFL. Du coup, il fera le combat en lourd léger, en 205. Donc il dit que c'est pas un problème, il est prêt pour ça. Et il explique aussi qu'il s'est énormément préparé pour ses débuts. Il dit « J'ai fait beaucoup de cardio, pourtant mes genoux sont plutôt usés, les médecins m'ont déconseillé de courir. Mais moi, quand je m'apprête à affronter les meilleurs au monde, j'ai besoin de courir. Donc j'ai fait ce sacrifice-là. » C'est vrai que les lutteurs ont souvent les genoux très abîmés, hein. Je pense notamment à Kamaru Usman. Là, Derek Brunson, c'est un lutteur, hein, je le rappelle. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va payer pour lui, parce que s'il s'est détruit les genoux et qu'il y a une grosse blessure qui arrive suite à ça, ce serait dommage. Et il a aussi expliqué qu'il voulait mettre KO son adversaire. Alors c'est pourtant pas sa spécialité, mais écoutez, pourquoi pas. Il explique avoir fait du sparring avec Brendan Allen, Gilbert Burns, Vincent Luque. Bon bah il est dans une grosse équipe, hein, donc forcément les sparring de qualité ne manquent pas. Il a aussi expliqué qu'il a vu des coachings personnels. Il dit ouais, j'ai pas fait beaucoup de classes avec énormément de personnes où t'as juste le coach qui passe de temps en temps de donner des conseils. Non, moi j'ai fait des sessions de 1 h 30 avec mon coach. J'étais seulement tout seul avec lui et je trouve que ça m'a fait énormément progresser. Il a aussi dit qu'il avait une autre activité que le combat. Il est aussi manager. Il dit ouais, j'ai 5-6 combattants que je manage, je leur trouve des combats, des contrats, etc. Donc écoutez, il prépare peut-être aussi sa sortie pour la retraite, hein. Il est pas tout jeune, moi je le vois bien faire la saison régulière à l'année prochaine au PFL et puis prendre sa retraite après, avec le million à la clé, je lui souhaite. On lui a demandé quel était son plus beau souvenir à l'UFC. Il a parlé de son combat contre Machida au Brésil parce qu'il avait gagné par KO, il avait pris la performance de la soirée et surtout ça a été le début d'un nouveau contrat, un plus gros contrat. Donc on le sait, hein, c'est très important l'argent quand tu es combattant, tu combats pas pendant des années, il n'y a pas un minimum syndical, hein, où c'est très très peu, c'est pas comme en NBA ou en NHL. Donc forcément que quand tu as un gros contrat, t'es très content. Il a aussi expliqué que d'avoir fait de la lutte au collège, ça lui a énormément apporté. Il dit dans ma famille, personne n'était au collège, ni mes parents. Donc moi, c'est la lutte qui m'a donné mon ticket d'entrée, ça m'a apporté une discipline et je m'en suis servi tout au long de ma carrière. Et enfin, on lui pose la question, on lui dit ouais là, tu commences à vieillir, mais on dit que plus tu vieillis, plus tu prends de l'argent dans ta carrière. Est-ce que c'est pas compliqué de raccrocher les gants ? Il dit ouais, c'est vrai que voilà, j'ai des belles propositions, maintenant j'ai ma famille à côté, je pense que ça compensera le jour où j'arrêterai de combattre. Donc écoutez, on lui souhaite le meilleur à Derek Brunson, il a quitté l'UFC sur 2 défaites, on lui souhaite de se relancer. Le combat, c'est vendredi soir. Sur la même carte, on aura Olivier Aubin-Mercier, lui aussi vétéran UFC, qui a quitté l'UFC, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il a déjà gagné le tournoi l'année dernière à 1 million au PFL. Vendredi soir, il combattra de nouveau pour la finale, donc il peut prendre son 2e million. Alors il a rappelé, hein, il dit oui c'est vrai j'ai pris 1 million, mais une fois que les impôts sont passés, une fois que j'ai payé mes coachs, il me reste 30 ou 40%. Donc il dit c'est pas nul, ça lui fait 300 000 ou 400 000, mais il dit voilà, faut le savoir, il dit je vis au Canada, c'est un choix que j'ai fait, on paye beaucoup d'impôts, mais c'est comme ça, je l'assume. Alors Olivier Aubin-Mercier, pour rappel, hein, à la base c'était un judoka, il était dans l'équipe nationale du Canada, il arrive à l'UFC
grâce au TUF, l'Ultimate Fighter, il va jusqu'en finale. Son coach, c'était Patrick Côté. D'ailleurs, c'est Patrick Côté qui fait l'interview là dont je vous parle. Il perd en finale un combat qu'il était quasiment sûr de remporter. Tout le monde pensait qu'il allait gagner, mais son adversaire est arrivé avec un game plan aux petits oignons et il a réussi à le faire déjouer. Alors, il a expliqué aussi qu'il était arrivé un peu trop confiant. Il dit ouais, tout le monde faisait la comparaison entre moi et Georges Saint-Pierre à l'époque, et je pense que ça m'a un peu fait gonfler la tête. Bon, écoutez, il a, espérons-le, appris de ses erreurs. Et il explique aussi qu'en ce moment, il a plus du tout de motivation. Et parce que Patrick Côté lui dit ouais, l'année dernière quand t'as gagné le million, les interviews que t'as données ensuite, on avait l'impression que t'étais pas là, t'étais plus motivé. Il dit ouais, c'est vrai. Il dit je suis motivé pour aller m'entraîner, je continue à m'entraîner. Il dit je me sens très bien, je me sens en forme. J'ai l'impression que j'ai jamais été aussi bon, mais je t'avoue que j'ai plus la motivation d'aller me battre. Je pense que ce sera mon dernier combat. Il dit par contre l'avantage c'est que comme j'ai plus la motivation de me battre, et ben j'ai plus le stress de perdre. Il dit tu vois, si je perds, je serai en vacances plus tôt que les autres. Et il dit ça a été ça toute la saison et ça m'a plutôt réussi pour l'instant. Il dit à l'UFC, j'étais peut-être un peu trop stressé, à la fin j'avais même plus envie de m'entraîner. Il dit ouais, j'habitais à 1 heure de la salle, quand j'étais à l'UFC, je faisais 1 heure aller, 1 heure retour, j'en avais totalement marre. Quand j'ai quitté l'UFC pour aller au PFL, j'ai déménagé, maintenant j'habite à 5 minutes à pied de la salle. Donc ça m'a redonné le goût de l'entraînement, mais je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de combattre. Il dit je pense que faire 4 combats par an, c'est beaucoup trop, ça m'a un peu usé à la fois physiquement et mentalement. Et donc il explique, voilà, si je reviens au PFL, c'est parce que le PFL vient à Montréal et que j'ai des amis qui combattent sur la carte. Il dit, ça me ferait très plaisir d'aller à Montréal. Il dit, maintenant, il y a des problèmes de législation au Québec, c'est assez compliqué pour amener le PFL. Mais il dit, s'ils viennent à Montréal et si j'ai des amis sur la carte, peut-être que je referai un combat. Donc écoutez, c'est rare d'avoir un combattant qui dit ouais, je vais combattre, il y a 1 million à la clé mais j'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais écoutez, c'est peut-être un peu ce qu'on peut appeler le burn-out du combattant. Et il explique aussi qu'il se sent aimé au PFL, il aime l'ambiance, il dit maintenant ouais, je pense qu'ils aimeraient un champion un peu plus enjoué que moi. Il a aussi parlé du PFL à Paris, encore une fois, tous les gars du PFL te parlent du PFL à Paris et de Cédric Doumbé. Il dit ouais, moi de ce que j'ai entendu en coulisses, le PFL a adoré la soirée à Paris. Cédric Doumbé, il a vraiment du star power comme on dit. J'ai un peu l'impression de revoir Conor McGregor. C'est fou, les mecs comparent tous Doumbé à Conor McGregor. Hier c'était Dan Hardy, aujourd'hui c'est lui. Donc écoutez, l'avenir nous le dira. Il explique aussi que selon lui, la stratégie du PFL, c'est de se faire vendre dans quelques années, comme l'UFC s'est fait vendre, et pour que les investisseurs de base raflent la mise. Bon bah ça on peut pas leur en vouloir, hein, c'est du business. Il est aussi revenu sur ses débuts, il dit ouais, moi j'étais judoka, il dit après j'ai été ceinture noire en 3 ans, le judo c'est du business, on te donne tes ceintures, c'est pas forcément très glorieux, mais il explique qu'il a beaucoup de respect pour les judokas parce qu'ils finissent leur carrière, les mecs sont brisés, il dit et puis avoir une médaille olympique c'est très très dur, et puis nous au Québec ça paye pas trop. Il explique aussi qu'il a arrêté le judo parce qu'en fait tu marquais des points pour être qualifié pour les différents championnats du monde, Jeux olympiques et tout. Et il dit moi j'avais pas mal de points, mais une année je me suis blessé pendant le camp d'entraînement et l'équipe nationale a décidé de faire passer devant moi un mec que je battais tout le temps, j'étais meilleur que lui et je t'avoue que je l'ai un peu mal pris. Et il dit puis du coup je voyais les gars comme GSP qui faisaient du MMA etc. Donc pendant un été je m'y suis essayé. Et j'ai adoré ça. Et il dit l'équipe de judo m'a recontacté et m'ont proposé de réintégrer l'équipe si j'arrêtais le MMA. Ils m'ont dit si t'arrêtes le MMA, tu participes à la compétition finalement pour laquelle on t'avait pas sélectionné. Il dit mais moi j'adorais le MMA donc du coup j'ai préféré rester au MMA. Il explique aussi que pour son combat de vendredi, l'avantage qu'il va avoir, c'est sa technique. Il dit ouais, il est peut-être plus puissant, il est peut-être plus motivé, mais moi techniquement, je suis meilleur que lui et je pense que ça va faire la différence. Il explique aussi que son adversaire a une grosse pression à cause du million que lui n'a pas. Il dit moi le million, j'ai déjà gagné, moi j'ai plein de choses à côté des combats. Quand j'entends parler mon adversaire, je trouve qu'il se met trop la pression. Il dit qu'il doit absolument gagner le million pour l'avenir de sa famille, l'avenir de sa fille, etc. Et il dit je pense que c'est pas bon. Et puis il est revenu sur le format du PFL, 4 combats par an. Il dit ouais, c'est beaucoup trop, moi je trouve que c'est trop pour moi, c'est fatigant pour mon corps, hein, je l'ai dit. Mais il dit en plus tu peux pas t'entraîner à fond à chaque entraînement comme je le faisais à l'UFC. À l'UFC tu pars pour 10 semaines de camp d'entraînement, tu t'entraînes comme un dingue tous les jours et puis ça finit par payer ou pas, mais en tout cas tu l'as fait. Il dit là tu peux pas sinon t'exploses en cours de route. Il dit moi je fais quasiment plus de gros sparring, je mets les petits gants mais je fais pas de grosses frappes sinon je peux pas finir la saison. Et il dit c'est le cas pour tous les combattants, il y a tous un moment dans la saison où on est blessé. Il y a un gars qui s'est cassé la main cette saison, il a pas pu s'entraîner pendant les 2 mois qui l'ont séparé de son prochain combat. Il dit ouais, on dit que c'est 4 combats en 1 an, mais c'est surtout 4 combats en 8 mois, c'est énorme. Et il dit voilà, un mec qui est champion au PFL ne pourra pas forcément être champion à l'UFC et vice versa parce que les conditions d'entraînement sont totalement différentes. Là, je suis d'accord avec lui. Il faut pouvoir se les enquiller les 4 combats en 8 mois. Et puis, est-ce que tu serais aussi bon avec un camp d'entraînement complet contre un mec aussi qui a eu un camp d'entraînement complet à l'UFC, hein, parce que là, on dit tu combats 4 fois en 8 mois, mais ton adversaire, c'est pareil. Donc, c'est vrai que c'est totalement différent. Écoutez, je vous propose de conclure avec le PFL en vous parlant de Kayla Harrison. C'est la superstar du PFL. Hein. Elle a été médaillée olympique 2 fois, médaille d'or pour les États-Unis en judo.
Et elle était invaincue en MMA, je crois qu'elle était à 15-0. Et il y a un an, jour pour jour, elle a perdu son premier combat. Elle a expliqué que mentalement, ça a été très dur. Elle est un peu passée par des phases de dépression. Elle dit du coup, ça fait un an que j'ai pas combattu. J'aurais aimé combattre entre temps, mais finalement, ça s'est pas fait. C'est peut-être pas plus mal. J'ai eu le temps de me refaire, voilà, de me revigorer. Elle explique aussi qu'elle a perdu ce combat parce qu'elle aussi, elle était fatiguée. Ça fait plusieurs années qu'elle combat au PFL. Elle a déjà gagné 2 fois le tournoi à 1 million, hein, si je dis pas de bêtises. Et elle dit, moi, voilà, c'est pareil, c'est 4 combats par an. Ça m'a fatigué le corps et l'esprit. J'en pouvais plus et je pense que ça s'est ressenti dans la cage. Elle explique que pour ce combat, elle a engagé un professionnel pour l'aider pour la perte de poids et aussi un diététicien. Elle dit ouais, j'ai vraiment envie de faire les choses de manière professionnelle. Alors elle a dit que ce serait peut-être son dernier combat. Alors est-ce que c'est une façon de négocier parce que maintenant on parle d'un combat entre elle et Chris Cyborg, hein, depuis que le Bellator et le PFL ont fusionné. Je sais pas, elle dit qu'elle a jamais été aussi proche de ce combat mais qu'elle veut pas en parler, elle sait pas ce qu'elle va faire par la suite. Bon moi je pense qu'elle va faire un peu monter les enchères surtout. Elle expliquait qu'elle avait plus besoin d'argent. Elle dit moi si je combats c'est par passion. L'argent, j'ai déjà gagné 2 fois le tournoi à 1 million, j'étais dans l'équipe nationale de judo, je fais plein de choses à côté, je combats plus pour l'argent. Et puis elle a aussi parlé de sa vie privée, hein. Moi je connaissais pas trop Kayla Harrison pour être honnête, vous savez, moi je regarde surtout l'UFC, mais ce week-end je vais regarder le PFL, là, ils m'ont donné envie. Entre les déclarations de leur boss il y a quelques jours, là ce que j'ai vu aujourd'hui Derek Bronson, etc., ça me donne envie. Elle a expliqué que quand elle était adolescente, hein, elle était dépressive totalement, elle dit ouais, c'est pas un secret pour personne, j'ai été abusée par mon coach pendant des années alors que j'étais adolescente. J'en avais marre et puis j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont donné envie de continuer à combattre et puis je suis devenu championne olympique et puis je suis passé au MMA, etc. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour elle. 1 an sans combattre, elle avait sûrement besoin de ça pour se reposer. Maintenant, quand tu reviens d'une défaite, on sait jamais comment tu vas rebondir. Elle va combattre Aspen Ladd. On lui souhaite le meilleur. Écoutez, avant de continuer à parler de MMA et de revenir à l'UFC, je vous propose de passer à la Minute Box. La Minute Box, elle commence avec le père de Tyson Fury, qui a avoué qu'il sentait un léger déclin chez son fils. Je rappelle que c'est son entraîneur, hein. Il dit ouais, au niveau du cardio, ça commence à descendre, la force c'est pareil, la condition physique. Moi j'aimerais voir le duel contre Usyk repoussé. Le duel doit avoir lieu au mois de février. Il aimerait le repousser. Écoutez, c'est rare, hein, d'avoir un entraîneur qui dit que son poulain n'est pas au top. Un peu bizarre parce que si le combat n'est pas repoussé, Usyk il doit se frotter les mains. Ou alors est-ce que c'est de la stratégie, je ne sais pas. Ils sont un peu farfelus la famille Fury, hein. Je vous rappelle tout ce qu'on a vu aux conférences de presse contre le combat contre Ngannou, ils sont marrants mais ils sont un peu farfelus. Ensuite on a Ryan Garcia qui explique qu'il aimerait son rematch contre Davis. Il dit ouais, ce soir-là c'était pas mon poids, c'était pas moi, j'étais pas à la hauteur, il sait que je suis meilleur que ça, il sait que je suis meilleur que lui et je veux mon rematch. Si pour le prouver il faut que je batte des mecs comme Teofimo Lopez ou David Nani, je vais le faire et je vais avoir mon rematch. Écoutez, j'ai l'impression qu'en ce moment, il a extrêmement faim, Ryan Garcia. Il a envie de laver sa défaite. C'est vrai, hier, j'entendais, je sais plus qui parler, qui disait que c'était une belle époque pour la boxe. Actuellement, il y a des gros noms qui commencent à sortir. Bah, c'est vrai, les Teofimo Lopez, David Haney, Tank Davis, Ryan Garcia, ça peut donner de très belles oppositions. Écoutez, on retourne tout de suite au MMA et à l'UFC. Et hier, je vous disais que Chimaev voulait affronter Pereira en lourd léger. Bah, il y a Jerry Prochaska qui lui a dit « J'aimerais beaucoup t'accueillir dans la division ». Ça ferait un beau combat, Prochaska est un peu meilleur que Pereira en lutte et au sol, hein, quand même, il faut l'avouer. C'est un sacré morceau aussi. Ça ferait un beau combat contre Chimaev. Maintenant, est-ce que Chimaev va monter ou pas? Telle est la question. Est-ce que l'UFC va lui donner ce privilège d'aller chercher la ceinture tout de suite dans une catégorie pour laquelle il n'a pas combattu? Vous le savez, j'y crois pas trop, mais écoutez, c'est Dana White qui décide. Un peu de chiffres pour continuer. C'est sorti. Combien y a-t-il de combattants à l'UFC par catégorie? Je vais vous donner quelques chiffres. Alors la catégorie la plus relevée, c'est les poids légers, 92 combattants. Chez les poids lourds, par exemple, c'est seulement 35. Ensuite, on a les poids plumes, 79, et les welterweight, 75. Après, on descend un peu, les poids coqs, 72, les flyweight, 49, les middleweight, 65. Donc écoutez, beaucoup de combattants à 92 chez les poids légers, ça m'étonne pas. Déjà que la catégorie, le niveau est énorme, et en plus, il y a beaucoup de monde. Donc pour se faire une place dans le top 15, c'est pas facile. Donc encore une fois, félicitations à ceux qui y sont, et notamment à Benoît Saint-Denis. Un petit mot de Petr Yan. Voilà, il nous tease un retour à l'UFC 299. Alors je sais pas si ça va se faire. En tout cas, il dit ça sonne bien pour moi, pour mon comeback. Écoutez, Petr Yan, moi j'avais beaucoup misé sur lui à l'époque. Je le voyais aller très loin. Je le voyais battre Aljamain Sterling. Finalement, ça s'est pas fait. Depuis, bah, voilà, il prend une défaite très limite contre Sean O'Malley. Il perd vraiment contre Merab Dvalishvili. J'espère que ça n'en est pas fini pour lui. Un petit mot de Vadim Nemkov, champion light heavyweight du Bellator. Écoutez, il demande à affronter Francis Ngannou. Il dit mon plan c'est de monter chez les poids lourds et d'aller chercher Francis. Je ne vais pas participer à la soirée de combat champion contre champion entre le PFL et le Bellator parce que je veux monter chez les poids lourds. On sait hein, que début 2024, il va y avoir une soirée spéciale. Les champions du PFL qui vont affronter les champions du Bellator.
Après, j'ai envie de dire, il fera ce qu'il veut. Maintenant, si on lui propose un gros billet pour faire cette soirée-là, est-ce qu'il va dire non? Je sais pas. Est-ce que c'est un nom assez ronflant pour aller chercher Ngannou? Je pense que Ngannou ira plutôt chercher un Wilder, même si au final, lui, c'est un vrai combattant de MMA, c'est un vrai champion, même si c'est dans la catégorie du dessous, il pourrait monter. Alors, il serait peut-être détruire, hein, j'en sais rien. Mais écoutez, c'est une nouvelle option qui vient s'afficher. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui lèvent la main pour affronter Ngannou. Lui, il le fait. C'est à mettre à son crédit. La dernière info, c'est Dustin Poirier qui a réitéré le fait de vouloir combattre à l'UFC 300. Il dit moi je veux combattre à l'UFC 300, je veux combattre un gars qui va me rapprocher du titre ou un très gros combat qui m'excite, un très gros nom. Il n'a pas donné de nom, mais il dit c'est ce que je veux. Il a aussi expliqué qu'il était trop léger pour monter en poids welter. Il dit non, poids welter c'est 170, moi dans la vie de tous les jours je suis à 172. Donc tu te doutes bien que je vais pas affronter des gars qui le soir du combat vont être à 185, 190, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Il a aussi expliqué qu'il pourrait redescendre en plume, il peut le faire, mais il dit non, ça va me tuer le corps, ça va m'enlever tout le plaisir du cutting, j'ai pas envie à ce stade de ma carrière. Je peux le comprendre, il l'a fait avant, il a commencé en poids plume, hein, je le rappelle, Dustin Poirier. Son premier combat contre McGregor, d'ailleurs, c'était en poids plume. Il a aussi expliqué qu'il a commencé les sports de combat à 17 ans par la boxe. Il dit à la base, moi je voulais être boxeur, c'est ce qui me faisait rêver. Et puis dans la salle de boxe, j'ai rencontré des mecs qui faisaient du MMA, du coup j'ai été avec eux. Et puis je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais vraiment, donc je suis plus jamais retourné à la boxe. On lui a demandé s'il aimerait faire de la boxe anglaise plus tard. Il dit ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais là je vais prendre 35 ans au mois de janvier. Sur mon contrat UFC, il me reste 5 ou 6 combats. Donc on le sait, hein, quand t'es en contrat avec l'UFC, tu peux pas les combattre ailleurs. McGregor avait eu le droit, mais c'était McGregor. Et il dit donc je pense que ça se fera pas. Et puis il dit tu sais, moi c'est pareil, j'ai plus trop besoin d'argent, j'ai placé mon argent, il a fait beaucoup d'argent contre Conor McGregor, hein, Dustin Poirier, et puis il a fait des guerres, il a une longue carrière, il dit j'ai toujours bien investi mon argent, je me suis bien entouré de personnes qui m'ont donné les bons conseils, donc aujourd'hui si je continue à combattre, c'est que par passion. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Et la Minute Auditeur, on la commence avec Maxence Michelon qui me dit ce serait quand même un truc de fou que Benoît Saint-Denis affronte Bobby Green pour remplacer Dan Hooker. Et puis il y a David Rousseau qui dit ouais ce serait cool mais faut quand même qu'il prenne du repos. Bah moi je suis d'accord. Le timing n'est pas bon, ça aurait fait un beau combat contre Bobby Green, sûrement une performance de la soirée, mais je pense que là il faut se reposer, voilà, c'est pas le moment de prendre une défaite maintenant qu'il est dans le top 15, prendre une défaite et puis ressortir du top 15, faudrait refaire un combat pour y rentrer. Je suis d'accord que stratégiquement c'est pas forcément le bon choix. Et puis voilà, vous êtes plusieurs à penser ça, hein, notamment, excusez-moi, j'ai oublié ton nom. Ah oui, David Sensei, qui me dit oui, moi je pense que faut laisser Benoît Saint-Denis un peu tranquille, profiter de sa famille. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord, là ça ferait 3 combats en très peu de temps, ce serait un peu trop à mon goût. En tout cas, je pense. Ensuite, il y a Michael Bat qui me dit concernant la blessure de Dan Hooker, il me dit ah, je pense qu'à un certain niveau, t'es plus obligé de faire du sparring super fort, tu sais ce que tu vaux, tu peux peut-être y aller un petit peu plus léger pour éviter de te blesser. Il me dit c'est mon point de vue. Et je lui dis, il y a 2 écoles, hein. L'autre jour on entendait John Kavanagh qui disait que lui il n'était pas forcément fan du sparring lourd. Moi j'ai déjà entendu Michael Bisping et Patrick Côté dire que eux quand ils étaient combattants ils avaient besoin de faire du sparring très dur au moins une fois la semaine avec les gros gants, avec les casques pour se mettre en condition. Ça dépend des gars, c'est vrai que quand tu fais du sparring dur et que tu te blesses, bah après c'est un peu dommage, ça fait partie du jeu. Patrick qui me dit qu'il lui semble peu probable que le PFL dépasse l'UFC parce que l'UFC est tout là-haut. Il me dit par contre ça peut être bien pour le PFL s'il paye bien les combattants, etc. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Moi aussi, je pense que l'UFC est beaucoup trop haut pour l'instant. Si le PFL les dépasse un jour, ça sera dans plusieurs années, hein. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'UFC est quand même au-dessus, en termes de prestige, en tout cas. Mais voilà. Et il y a David, excuse-moi, Vidado, David, bon, je vais t'appeler David, désolé, tu m'excuseras, qui me dit n'oublions pas que le PFL à l'heure actuelle fait des pertes. C'est vrai que le PFL actuellement, ils font un pari sur l'avenir, hein. Ils investissent beaucoup dans des combattants, etc. Pour l'instant, ils vont voir si ça paye, mais en effet, il y a un risque, hein, le PFL pourrait couler un jour. Et je lui dis, ouais, si le PFL coule, tu verras le grand sourire de Dana White. Il dira peut-être rien, mais il le pensera au fond de lui qu'on peut pas le concurrencer. Ensuite, j'ai Artyom Strelok qui me dit, ouais, il est fou Bobby Green de dire que John Jones mérite d'être numéro 1 au classement pound for pound parce que c'est une question d'activité, parce que Makhachev est pas assez actif. Il me dit, John Jones, en 3 ans, il a fait un round. Et je suis d'accord avec lui. Il me dit, même Stipe, il a été plus actif que lui. Je suis d'accord, mais tu sais, je pense que il y a beaucoup de combattants, beaucoup d'observateurs on a tellement vécu le premier run de John Jones à la ceinture, il nous a tellement bluffé qu'aujourd'hui on a du mal à le voir disparaître du radar. Après moi très personnellement, je suis pas, moi les classements pound for pound etc. C'est pas un truc qui m'intéresse, je trouve que c'est plus commercial qu'autre chose. C'est dur de comparer les combattants, les catégories de poids, l'adversité etc. Mais bon, c'est vrai que niveau... si John Jones est tout là-haut, c'est pas pour son activité de ces dernières années, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis il y a Yanis qui dit ouais, de toute façon, Bobby Green, il déteste Makhachev parce qu'il l'a humilié au sol. C'est vrai que le combat avait été plutôt expéditif. Maintenant, dans l'interview, ça ressortait pas une animosité envers Bobby Green, envers Makhachev, excusez-moi.
Et puis écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était plutôt une bonne émission. On se retrouve demain à 17h. N'hésitez pas à commenter si vous voulez voir votre commentaire lu dans la Minute Auditeur. On continue à faire grossir la communauté. On approche des 800 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, je vous retrouve demain à 17h. Salut!